Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Une célébration du 1er mai entièrement consacrée à la compréhension des défis avec les partenaires sociaux. Et pour nous accompagner, nous avons donc Monsieur Zadi Nyanya Théodore, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Narcisse Kofi, l'un est président de la centrale plateforme nationale et l'autre porte-parole de Coalis Santé. Bienvenue, c'est le Grand Talk. Et comme à l'accoutumée, pour nous accompagner, Herman Aboua. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée, bonsoir. Bonsoir Christelle. Nos amis donc sont prêts. Nos visiteurs également le sont. Nous allons essayer de comprendre. Jusqu'à la fin de cette émission, on ne parlera que travail, travail, travail et défis des travailleurs au travers des voix représentées ici. Je rappelle que M. Zadi Nyanya Théodore est le président de la centrale plateforme nationale et M. Narcisse Kofi est le porte-parole de Coalis Santé. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Monsieur Nyanya, président de la centrale plateforme nationale, que représente pour vous le 1er mai? Je vous remercie. Le 1er mai est un moment important, un moment historique et qui nous ramène au combat mené par nos dévanciers. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquis au niveau du travail, que ce soit le nombre d'heures de travail, les 8 heures de travail, les congés maternité, tout ce qu'on peut aujourd'hui célébrer, cela n'a pas été donné du jour au lendemain. Ça a été acquis avec douleur. Avec douleur. Et c'est un moment pour célébrer, saluer tous ces combattants et combattantes de la lutte syndicale dans le monde et dans nos pays. Donc nous devons, en tant que continuateurs, maintenir ce cap de faire en sorte que les conditions salariales et les conditions de travail de nos camarades s'améliorent. C'est le sens de cette fête du 1er mai pour nous. Monsieur le porte-parole de Coalis Santé, vous répondez à la même question et le plateau donc sera ouvert aux différentes préoccupations de nos amis. Que représente pour vous cette fête du travail? Est-ce juste un moment pour aller se rappeler qu'on travaille, comme M. Nyanya l'a dit, célébrer la peine ou les gains, les victoires gagnées avec douleur, ou pour vous ça représenterait autre chose? Merci, chère madame. Je voudrais, avant tout propos, vous demander la permission de saluer tous les agents de santé de Côte d'Ivoire en ce jour du 1er mai, jour de fête de travail. Alors, pour nous, le 1er mai, pour nous, organisation syndicale de lutte, le 1er mai nous rappelle et nous rassure qu'effectivement, nous ne nous sommes pas trompés. Parce que c'est un moment important qui met un arrêt pour reconnaître l'utilité et l'importance des syndicats. Et donc, c'est un moment qui nous fait chaud au cœur, car l'activité que nous menons au devant de nos camarades est reconnue. Là, en somme, ce que nous pouvons dire du 1er mai à notre niveau. Très bien. Daouda? Merci beaucoup. J'aimerais commencer. Bonne fête à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Bonne fête à toi. Merci. Bonne fête ah oui, c'est vrai, je n'ai même pas dit bonne fête. C'est pas normal. En tout bonne cas, fête à vous. Parce que généralement, nous, journalistes et chroniqueurs, c'est nous qui luttons pour la cause des uns et des autres, mais on a tendance à être oubliés. À s'oublier on s'oublie nous-mêmes. C'est vrai, vous avez raison. Maintenant, M. Zaïd, je pense qu'aujourd'hui, on est le 1er mai. C'est cela. Racontez-nous comment s'est passée cette journée. C'est une journée, comme je l'ai dit déjà, importante. Nous avons fait notre défilé tranquillement. Et à la centrale plateforme nationale, depuis que nous avons été mis en place, depuis 5 ans maintenant, nous sommes reconnus comme centrale syndicale des travailleurs par un Depuis arrêté. 2019? Oui, créé depuis 2015, mais depuis 2019, devenue centrale syndicale pleine et entière par un arrêté ministériel. Nous célébrons donc avec joie cette fête par un défilé qui se fait aux deux plateaux, donc à partir de l'ENA. Ça veut dire quoi? Ça représente quoi pour vous le défilé? Le défilé, c'est à la fois un moment un exutoire, de réjouissance, mais en même temps, comme cela se fait partout dans le monde, c'est de dire que les travailleurs, ce jour-là, prennent place dans la rue. Vous devenez visible? Nous sommes visibles et grâce aux médias, bien sûr, montre que c'est une journée importante des travailleurs. Donc, vous avez rencontré le Premier ministre à ce propos? Oui, le Premier ministre. Vous avez sûrement échangé sur la question de la trêve sociale, concrètement. On sait que vous l'avez signé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content de cette trêve sociale? Qui finit, on va le rappeler, pour cette deuxième partie, en 2027. Hein. Bien entendu. Or, je pense que la trêve sociale, nous sommes à la deuxième signature. Oui, la exactement. confédération que je dirige a un rôle important dans, je dirais, ce nouveau paradigme de négociation. C'est quoi la trêve? Parce que beaucoup en parlent sans trop savoir ce que c'est. C'est un moment d'accalmie entre deux
partenaires qui se tiraient un peu dessus, qui acceptent à un moment donné de mettre balle à terre et de privilégier le dialogue comme moyen de résolution de leurs contradictions. C'est cela. Et donc, en 2017, il y a eu une grande grève conduite par la plateforme nationale qui a abouti donc aux premières négociations. Et c'est au bout de cela que cette expérience a été maintenue. En 2022, nous avons signé la deuxième. Et donc, on peut faire un point pour être satisfait ou non. On fera le point donc, dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. On donne la défoncer juste un peu. Voilà. Venons un peu, peut-être Élisée va revenir peut-être sur vos missions, rôles, et, enfin, à qui, Élisée Herman. Élisée, allez-y. Oui, à ce que je sache, hein, bon, vous, votre plateforme, c'est une plateforme du secteur de la santé, c'est ça? Oui. Votre plateforme, c'est une plateforme du secteur de la santé. De la santé. La vôtre, c'est une plateforme qui regroupe un peu les fonctionnaires et le secteur privé, tout à fait, multiforme et autres, tout ça. Tout est-il que c'est le secteur des travailleurs? Moi, j'ai une question pour vous deux. C'est-à-dire, c'est vrai, aujourd'hui, on sait que votre rôle en tant que centrale syndicale, c'est de veiller au mieux-être de vos concitoyens. Mais nous, usagers, parfois aussi, on a quelques préoccupations. Est-ce que vous pensez que vous, aujourd'hui, quand vous faites un bilan, vous êtes à la hauteur des attentes des usagers dans le service que vous êtes amenés à faire, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit aussi dans le secteur des services publics ou bien du secteur privé? Est-ce que vous vous auto-notez ou vous auto-jugez vous-même? Bien entendu. En tout cas, au niveau de notre confédération, nous avons un rôle de formation aussi et de suivi. On ne fait pas que revendiquer. Mais quand nous revendiquons que l'État réagit positivement et améliore les conditions salariales, le service public aussi, naturellement, nous veillons à ce qu'il s'améliore. Devrait s'améliorer. Voilà, devrait s'améliorer et c'est valable pour, n'est-ce pas, le secteur privé. Donc, nous ne sommes pas que des revendicateurs, nous sommes également des accompagnateurs du secteur, du système. Je vais être beaucoup plus précis. Je vais être beaucoup plus précis. Allez-y, Élisée. Est-ce que de façon factuelle, vous pouvez exactement me dire aujourd'hui, après les acquis obtenus en août dernier, quel a été l'incident sur le rendement de votre service, de votre travail dans le secteur public, le secteur privé? De façon concrète, factuelle. Ça, il faut une enquête. C'est très général parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Non, juste un petit exemple. Vu que vous avez un organe de suivi. Je vais dire, on ne peut pas s'auto-satisfaire. Mais il faut Faites-le noter ici. que déjà même à la fonction publique qui gère, n'est-ce pas, les usagers clients quotidiens, on note une amélioration. On a des retours positifs, n'est-ce pas, des usagers, de ce qu'au niveau de la fonction publique, les travailleurs sont à leur poste en termes de régularité et en général... Vous avez les chiffres? En termes de célérité. Il n'y a pas eu d'enquête pour l'instant. En termes de célérité. En termes de célérité, en termes d'engagement pour le service public, nous pensons qu'il y a une amélioration. Oui, Monsieur le Président, mais tout n'est pas parfait. Monsieur le Président, la question c'est, est-ce que vous avez des chiffres? Parce que non, moi, je n'ai pas de chiffres. Les travailleurs sont à leur poste, ils sont ici, ils font ça. Les chiffres nous situeraient sur la question. Non, nous, on n'a pas fait d'enquête parce qu'il s'agit de milliers de travailleurs. Très bien. Donc, il faut forcément qu'au bout du compte, il y ait une enquête pour nous dire ce qu'il en est. Voilà, la seconde question, c'est un secteur qui est très sollicité, le secteur de la santé. Élisée, ce sera la dernière intervention. Oui, non, la question est pour les deux, en fait. Très bien. Voilà qui revient sur sa question. Okay, Monsieur le porte-parole de Coalition Santé, vous êtes dans le domaine de la santé, la question est pertinente. Okay. Effectivement, je pense que le président a déjà dit, certaines choses, mais il faudrait constituer le contexte. On est une organisation syndicale. C'est une association de personnes pour la défense de leurs droits et intérêts. Et le journaliste a dit, au-delà de cette fonction première, qu'est-ce que nous faisons au travers de nos activités pour satisfaire plus ou moins la population, ou bien pour essayer d'aller dans le sens de la population? Je voudrais dire à notre niveau, on fait des sensibilisations quand on le peut. On fait des sensibilisations. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Je vais finir. On fait des sensibilisations parce que le secteur de la santé a un mal endogène. Il faut le reconnaître. Et la seule sensibilisation des agents de santé ne suffit pas. La seule sensibilisation des syndicats ne suffit pas. Moi, je vais vous interrompre, permettez. Hein. On est là vraiment pour s'entendre, pour que les populations puissent bien savoir un peu ce que vous faites. C'est quoi ce mal endogène? Merci, Herman. Okay. Quand vous dites la santé a un mal endogène, c'est quoi ce mal endogène? Je vous explique. Oui, expliquez-nous. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut même pas se cacher le visage. Hein. La plupart de la population ivoirienne se plaint des agents de santé. Aujourd'hui, si vous faites un micro-trottoir, vous demandez à la population qu'est-ce que vous pensez des agents de santé, je ne suis pas sûr qu'on va nous donner des pots de fleurs. Mais vous avez décelé ce mal endogène dont vous parliez. Et ces mots vont, par exemple, dans ce qu'on peut résumer entre autres les racketages et autres, la plupart du temps. C'est-à-dire que certains agents de santé prennent de l'argent, certains prendraient de l'argent. Justement, et on a vu, bon, on ne se cache pas la face, on a vu, lors du rapport de la Cour
la haute autorité, pas la Oui. Cour des comptes, la haute autorité, La bonne gouvernance. ils ont, justement, à cette époque, ils ont pu prendre quelques camarades agents de santé qu'ils ont présentés Quelques, d'ailleurs. c'est combien? Vous n'avez pas les chiffres? Il y avait 3 personnes. Au début, il y avait 5 Non, moi, je personnes. parle de façon globale. Hein. Non, je prends ce qui est déjà fait et que tout le monde a vu. Très bien. C'est ce que la haute autorité a dit. Il y a eu des gens qui ont été pris la main dans le sac avec des preuves. Vous comprenez? Et ça veut dire que ces choses existent. Et donc, si vous voyez, par exemple, nos pages Facebook, c'est ce que tout le monde peut visiter d'ailleurs, il y a des messages qu'on fait passer là-bas. Attention, ne posez pas, arrêtez de faire ces genres d'actes, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Quand on va vers les assemblées générales, on dit pareil. Si vous posez de tels actes et que vous aviez des problèmes, nous, Coalition Santé, en tant que syndicat, vous nous oubliez. Et ça, Vous oubliez. justement, et ça, je le dis toujours, on le dit chaque fois qu'on a l'occasion, et c'est pourquoi on n'a pas peur de le dire devant sur le plateau de télé. Très Et bien. d'ailleurs, je profite encore pour lancer cet appel aux agents de santé pour leur dire de se conformer à leur travail. C'est pourquoi nous, on se bat par tous nos moyens syndicaux pour qu'on puisse avoir ce que nous venons de droit. Et ça, on ne laissera jamais cette manière de lutter et cette manière d'améliorer notre système de santé. Très bien. Voilà. Alors rapidement, Herman, on a demandé, hein, nous avons donc eu la réaction du président Zadi Nganga sur comment ils avaient célébré le 1er mai. Il a parlé de défilé, c'était l'occasion pour eux d'être visibles. Chez vous aussi, à Coalition Santé, vous avez défilé? Or, la Coalition Santé est une fêtière syndicale Donc, qui qu'est-ce se qui s'est retrouve. passé chez vous? Oui, effectivement, je viens. Ce qui se retrouve dans l'intersyndical des travailleurs de Côte d'Ivoire. Ah, très bien. À ce titre, on a eu une rencontre à Yopougon. On a préparé, on a voulu cette année faire une fête assez sobre parce que l'un des membres importants de la Coalition Santé, de l'ITCI, l'intersyndical des travailleurs, en tout cas est décédé. Et, voilà, donc, de façon sobre, en sa mémoire, on a voulu vraiment partager un repas et autres, en tout cas dans les t-shirts à l'effigie, pour saluer sa mémoire, dans les t-shirts à l'effigie de la structure. Et donc, il n'y a eu seulement qu'un représentant de l'ITCI à la primature. Et je voudrais profiter de votre antenne pour élever ce fait, parce que ce n'est pas anodin, si on a l'occasion d'en parler, il faudrait qu'on en parle. Notre centrale, notre confédération, l'ITCI, n'a pas été invitée comme les autres fêtières, comme les autres centrales traditionnelles qu'on connaît. Depuis que vous existez, vous n'êtes jamais invité? Non, pas de façon officielle, invité comme les 5 autres. Vous êtes invité comment? On est invité soit au second rang comme des seconds couteaux. Mais là, c'est Azadi Ngana que vous apprenez là. Non, lui, il a été invité, il était à la table. Non. Vous n'avez pas signé? Non. Il va en venir. On ne parle pas de la même chose. Expliquez-nous pour qu'on comprenne. Elle m'a demandé comment est-ce qu'on a célébré la fête. Je dis que cette fête, on la voulait sobre. Oui, on a bien compris ce point. Parlons de l'invitation. Et donc, pour l'invitation, au niveau de la primature, il y a 5 centrales reconnues par l'État. Et au niveau de la CRD de la Trêve, il y a 8 centrales. C'est-à-dire les 5 centrales plus les 3 grandes confédérations, y compris la plateforme. Et nous, on est de l'ITCI. C'est ça. Notre structure n'a pas été invitée au même rang que les 5 autres. Alors que vous méritez, évidemment, on mérite ça et on réclame ça d'ailleurs. Et c'est pourquoi on s'est retrouvé qu'à Yopougon avec un représentant à la primature pour répondre quand même à l'invitation de l'autorité. Mais quand même, on déplore ce fait-là. Très bien. On souhaiterait qu'à l'avenir, justement, soit invité comme les autres aussi et qu'on se fasse entendre. Herman Aboua. Moi, personnellement, il y a quand même un problème qui est récurrent auprès des fonctionnaires et agents de l'État pour leur prise de fonction, de première fonction, leur première affectation. Et aussi, quand il s'agit de leur rémunération, leur premier paiement de leur salaire qui se fait par virement. Certains se plaignent de la longueur. Qu'est-ce que vous faites au niveau des centrales syndicales pour porter cette voix-là? Surtout que vous êtes engagé maintenant à 10 ans de trait social avec le gouvernement, avec lequel vous devez pouvoir... 5 ans. Il y a un autre 5 ans encore, je compile. Comment est-ce que vous pouvez régler ces problèmes si vous êtes à la même table? Je ne dirais pas de repas ou de discussion avec le gouvernement. Et c'est une problématique importante. OK, merci. Je voudrais réagir et aller dans le même sens que le camarade Kofi Narcisse, qui a évoqué tout à l'heure la discrimination dans les invitations. Oui. La Confédération syndicale Plateforme Nationale n'est pas non plus invitée, mais je pense que... Apparemment, c'est une question de fond, voilà, cette invitation à la primature. Parce que, comme il a si bien dit, nous, à la plateforme, en 2019, le gouvernement ivoirien a fait un travail pour réactualiser la base des données des centrales syndicales en Côte d'Ivoire. Il y en avait 14 qui se réclamaient centrales syndicales. Le gouvernement a dit, OK, il y a trop de désordre, je fais le point. Et au bout de ce processus, le gouvernement a identifié 6 centrales syndicales qui respectent le Code du travail en son article 53.2. Et ces 6 centrales-là sont censées être invitées. Être censées, donc, la plateforme nationale et
Les 5 sont invités et la plateforme n'est pas invitée. Mais est-ce que vous avez fait la démarche? Oui, madame. Est-ce que c'est la première fois? Non, c'est la première, c'est pas la première. Depuis 2019, oui. Nous sommes sur le terrain, nous avons écrit à toutes les autorités et mieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous signons les accords parce qu'on sait que nous avons un rôle important. C'est la même chose pour l'ITCI. Nous signons les accords avec le gouvernement pour maintenir la paix sociale. Mais quand il s'agit du 1er mai et de tout ce qui accompagne, on nous oublie. Et ça, c'est une injustice que nous dénonçons. Très bien. Et nous fortement ici et que nous allons continuer à dénoncer. C'est bien noté. Alors revenons maintenant à la question. Voilà, donc sur votre question liée... Les primes les salaires, c'est-à-dire les premiers... qui sont faits sous forme de rappel et aussi la première affectation qui tarde avant de... C'est les premiers mandatements, en fait, c'est-à-dire les nouveaux fonctionnaires. Je pense que c'est une préoccupation des organisations syndicales que nous avons toujours dénoncée. Qu'est-ce qui explique la lenteur? Il y a beaucoup de processus. Je pense qu'il faut voir les différents secteurs d'activité. Il y a des secteurs où on a un temps moins court. Lesquels, par exemple? Dans l'administration générale, par exemple, c'est moins long que dans l'enseignement, par exemple. Au niveau de l'enseignement primaire où les gens peuvent faire jusqu'à 4 ans pour attendre leur premier salaire. Parce que le processus, d'abord, qui doit passer au ministère de l'Éducation, venir dans la DRH, descendre, n'est-ce pas, à la fonction publique, fait qu'il y a un temps. Mais les syndicats se battent tous les jours et le ministre de la fonction publique avait même pris, n'est-ce pas, un arrêté pour raccourcir à 6 mois maximum, n'est-ce pas, le versement de ces... Est-ce que c'est effectif? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le dire, mais au niveau du secteur éducation-formation, la question perdure. Mais ailleurs, je pense qu'il y a une évolution, il y a une amélioration. Alors, donc, le combat continue là-dessus. Rassurez-nous, est-ce que le fait de ne pas être... C'est vrai que vous participez aux séances de discussion pour améliorer la vie des travailleurs. Mais c'est quand même assez étrange que vous ne participez pas justement à la festivité. Vous apparaissez que lorsqu'il y a des problèmes, apparemment. Tout à fait. Et que lorsqu'il faut célébrer, fêter et boire un peu, on vous oublie. Tout à fait. Est-ce que vous respectez justement cet article 53.2 qui vous donne la capacité d'être nommément et bien constitué pour que l'État vous prenne en compte à ce niveau-là? OK. À ce niveau, d'ailleurs, l'article 53.2 est clair et dit que il y a plusieurs organisations et identifie leur nature. Les confédérations syndicales sont des organisations verticales qui sont composées de fédérations. C'est ça. Et les fédérations sont des organisations horizontales composées de syndicats de base. Et dans notre pays, pour être considéré comme confédération syndicale pleine et entière, il faut avoir au moins 3 fédérations issues de secteurs d'activité différents. C'est sur la base de ce code, de cet article-là, que l'État de Côte d'Ivoire a réactualisé la base des données. Et au bout du processus, un arrêté a été pris. Et cet arrêté, en son article 2, a donné la liste des organisations qui respectent ce code du travail en son article 53.2. C'est ça. Donc nous, dans la plateforme nationale, elle respecte pleinement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Nous avons l'arrêté et l'arrêté n'est pas remis en cause à ce jour. Seulement, qu'est-ce qui devait se passer? Il est bon d'être complet sur la question. Le gouvernement avait décidé d'aller à des élections professionnelles. Parce que dans le Code du travail, l'article 54 du Code du travail indique clairement que seules les organisations représentatives discutent avec le patron, qu'il soit État ou privé. Et la seule manière pour identifier la représentativité d'une organisation, c'est l'élection professionnelle. Il n'y en a pas 2. Or, notre pays, depuis qu'il a été créé, il est indépendant, il n'a jamais voulu organiser des élections professionnelles dans le secteur public ou des élections professionnelles générales. Donc, l'État, en 2018, avait donc décidé de le faire. Malheureusement, nous avons commencé la campagne, les 6 là, et en 2019, en avril 2019, l'État a arrêté le processus et jusqu'à présent, les élections ne sont pas organisées. N'ayant plus organisé les élections, l'État décide donc de reconduire les 5 anciennes pour continuer son processus. Ce qui est une injustice. Nous avons été admis à un concours. Nous sommes 6. Et vous reprenez 5, vous laissez une organisation. Et quelles sont les raisons justement pour lesquelles l'organisation en question, selon vous, n'avez pas... C'est le gouvernement seul qui peut donner les raisons. Mais il avait dit que c'était un simple report et finalement c'est devenu, je dirais... On va faire un tour. Donc c'est une injustice que nous dénonçons. Très bien. Et ça, ce n'est pas bien. Pas forcément se corriger. Nous sommes, moi, je ne vais pas revenir sur les grosses problématiques que vous avez en interne au niveau de vos différents syndicats. Tout à fait. Mais on va revenir sur la fête. Aujourd'hui, au niveau de Quali Santé de chez vous, la PFN, tout à fait. Quels sont aujourd'hui les acquis des travailleurs et quels sont vos défis pour les années à venir? C'est ça.
Excellente question. Merci. Au niveau de la... Parce que la plateforme nationale, et comme il a si bien dit, est une organisation qui est née de la volonté des syndicats de base. En 2016-2017, les syndicats ayant observé une certaine léthargie des organisations anciennes, ont décidé de se mettre ensemble dans une fêtière qu'on appelait plateforme dans un premier temps. Et c'est cette organisation-là qui a mené le combat de 2017 sur 5 points de revendication. Le premier point, c'était qu'en 2012, le gouvernement ivoirien avait pris une nouvelle ordonnance sur les retraites. Cette ordonnance avait réduit les pensions de retraite et supprimé les avantages au plan social pour les veuves, les orphelins. Et votre combat, justement? Et notre combat a été de réinstituer. Quand nous avons en 2017 mené la grève de 3 semaines, au bout du compte et à l'issue des discussions, nous avons réussi à réinstituer, à refaire la réforme, faire en sorte que le gouvernement réinstitue les avantages sociaux. C'est-à-dire le capital d'essai du fonctionnaire n'était plus payé. Ce capital d'essai concerne tout fonctionnaire qui n'ayant pas fait 15 ans de service, n'avait pas droit à la pension de retraite. On lui donnait donc 12 mois à sa famille, 12 mois de salaire brut en une seule fois. Cela avait été supprimé. Nous l'avons réinstitué. Et les veuves devaient attendre l'âge de départ à la retraite conventionnelle de leur époux décédé avant de bénéficier des pensions de retraite. Nous avons supprimé cette clause. Donc, en 2017, c'est un acquis important, majeur, qui a permis aux veuves aujourd'hui de continuer, et les veufs de continuer à bénéficier des pensions, n'est-ce pas, du conjoint survivant. Donc ça a été un acquis majeur pour notre organisation. Mais là, on était tous ensemble avec des revendications. Et puis le fameux stock des arriérés, ça, je pense que c'est un combat, ce n'est pas un combat individuel, un combat conjoint, qui a permis donc, le stock c'était 249 milliards. Et le gouvernement ivoirien avait décidé de ne plus le payer. Et nous avons réussi par le combat à faire payer ce stock sur 8 ans. Les derniers ont reçu leur stock cette année et le débat est clos là-dessus. Sur 8 ans, dont 70%, 5 ans, et puis voilà, etc. Vous connaissez bien le dossier. Très bien. Donc, mais on n'a même pas respecté, finalement, on a payé les choses plus facilement grâce aux négociations en cours. Et bien d'autres acquis. Pour 2022, mais en même temps, en 2017, vous avez pu obtenir, enfin, on a obtenu tous la trêve. Hein? Oui, la trêve, c'était en contrepartie. Parce que, vous savez, en négociation, c'est du gagnant-gagnant. Parce que quand vous faites du gagnant-perdant, c'est lui qui a perdu, fait en sorte que vous perdiez à la fin. Bien sûr. Donc, dans ce processus de discussion, le gouvernement nous a sorti sa revendication qui était la trêve sociale. La trêve n'était pas notre revendication. Nous avions des points de revendication. Et au bout de la négociation, le gouvernement a dit, OK, moi je concède tout ça, mais permettez-moi, donnez-moi le temps pour que je mobilise les ressources. Donc, on signe un accord avec 2 documents. Un accord sur la trêve qui concède donc dans cette période où nous privilégions la négociation. 2017-2022. On privilégie la négociation et non la grève tout de suite. Parce que n'oubliez pas qu'avant 2017, dans notre pays, la demande d'audience était un préavis de grève pour les syndicats. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être reçu par un ministre tant que vous n'aviez pas déposé. Oui, c'est cela. Oui, mais c'était la fermeture totale. Et c'est ce qui a expliqué que nous allions en grève. Donc, quand la table de discussion est dressée, il n'y a pas de grève. Quand la porte est ouverte, il n'y a pas de grève. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et globalement, après ces acquis qui ont été évalués à plus de 300 milliards de francs CFA, nous avons continué à travailler. Et en 2022, il y a eu de nouveaux accords qui nous permettent, jusqu'en 2027, avec un peu plus de 1000 milliards d'acquis que les fonctionnaires ont engrangés jusqu'au secteur privé également. Donc ça fait partie des luttes et qui ont transformé le visage, je pense. On peut tout dire de la trêve, on peut tout dire des syndicats ivoiriens, mais je pense que les syndicats ivoiriens ont gagné en maturité, en influence. Parce que si vous n'êtes pas important, on ne signe pas d'accord avec vous. Si vous ne représentez rien, aucun gouvernement ne peut signer quoi que ce soit avec vous. Pour l'instant, voilà. Ce que vous dites est vrai, voilà. mais sur le point de la célébration du 1er mai, oui. Vous n'êtes pas invité jusqu'à présent. Oui. Donc ça va venir. Ça va venir, mais nous continuons le combat. Grandir, non, ils savent bien que dans ce secteur, nous sommes très influents. Mais il y a d'autres choses qui s'invitent dans le débat, mais on continue de faire. La deuxième question, c'est au niveau de Quali Santé, les acquis et les défis. C'est ça. Parce qu'en réalité, vous avez parlé des acquis. C'est les mêmes défis, mais aujourd'hui, les défis, au plan spécifique de la santé. Le président ne répondait pas à ça. Non, je ne réponds pas. Au niveau de la santé, ils ont les défis. Nous sommes ensemble, donc c'est les mêmes combats, mais au plan spécifique, il faudra en dire plus. Alors, parlons des défis. Je vais m'appuyer sur la question de Daouda. Récemment, le ministère de la Santé a décidé d'aller à la conquête, justement, de tous ceux qui faisaient le faux au niveau de la santé et de fermer... de retirer même l'agrément, de fermer les cliniques boutiques. Est-ce que certains de vos membres ont été donc visités par cette mesure? Bon, à notre connaissance, vraiment, on n'a pas eu de membres visités par cette mesure-là, parce qu'il faut le dire, toutes vos cliniques sont en règle? Non, pas toutes nos cliniques. En réalité, le fonctionnaire, même en temps normal, ne peut pas créer une clinique. Normalement, bon. Voilà.
Donc, on n'a pas de clinique. Seulement que il peut arriver que les gens font des vacations dans des cliniques. Voilà. Donc, le fonctionnaire agent de santé n'a pas de clinique. Et cette mesure, pour nous, elle est salutaire. Parce qu'en réalité, on a vu des cachets. Quelqu'un qui met un cachet, il met médecin, infirmier, spécialiste. Bon. Oui, donc ce sont des choses, quand même, c'est un milieu assaini. Nous sommes pourquoi on assainisse le milieu de la santé parce qu'il y a beaucoup... Et on voit des personnes qui sont assermentées, qui travaillent dans un hôpital public, qui se retrouvent à faire des vacations quelque part et même être propriétaires de cliniques. C'est pour cela que je vous ai posé cette question. Bon, moi, si j'ai des preuves, je ne sais pas. Je sais pas vous n'avez jamais entendu parler de ça? Je sais qu'il y a des vacataires. Ça, je sais. Bien. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais vous dire, la nouvelle loi sur la santé, qui est la réforme hospitalière, dans son article, je crois, 94 à la fin, a encadré ce secteur-là. Comment faire les vacations dans les structures? On attend toujours les tests pour mettre ça en vigueur, pour dire que pour qu'il y ait vacation, l'agent de santé qui doit aller faire vacation dans une structure doit aller dans le cadre d'une convention que la structure signe avec sa structure de base. Encadré. C'est encadré. Donc ça veut dire que déjà l'esprit de la vacation n'est pas une fausseté. C'est ça. Voilà. Mais seulement ça que répond justement, cette activité a besoin d'être encadrée. Très bien. Voilà. Et donc les dispositions sont prises déjà dans ce sens-là. On attend les tests pour l'application. Herman, d'avoir question. Aujourd'hui, c'est le premier méfait de travail. Moi, j'ai une question, un cas pratique que j'aimerais vous présenter. Il y a une dame que je connais par l'intermédiaire de son frère, qui est, par exemple, qui cotise depuis près de 14 ans et 10 mois dans une des, je ne vais pas dire le nom de... À la CNPS? Disons à la CNPS, parce qu'il y en a d'autres. Je peux dire, t'inquiète pas. Okay. À la CNPS, à la CNPS, et qui aujourd'hui est atteinte de l'AVC, ça veut dire qu'elle est invalide. Mais lorsqu'elle est allée voir si elle pouvait toucher, acheter ses parts de cotisation, on lui a dit qu'il faudrait qu'elle attende à ses 60 ans qu'elle touche là. Je sais bien que peut-être que c'est les règles, ce sont les règles de procédure actuellement en l'état. Mais est-ce qu'à votre niveau, en tant que centrale syndicale, puisque visiblement, il y a une anomalie, elle n'a pas demandé à être invalide aujourd'hui au niveau de tout. Elle a besoin de cela. Et il y a même son fils qui vous dit, qui menace, qui dit que si dans ces situations-là, si sa mère trépasse, il va aller chercher qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire. Est-ce que vous, à votre niveau, ces gens de lutte-là, vous pouvez les tenir? Ce sont des cas qui arrivent souvent. Des cas qui arrivent. Vous savez, si vous avez fini, hein, oui, je pense que ce sont des règles qui existent et qui sont préétablies pour tout le monde. Donc, quand on les personnalise, on les spécifie, ça devient un peu compliqué. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation. Ce que je veux dire, je voudrais que vous nous prenons ce problème. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au privé, le système de retraite du privé n'est pas le même système, par exemple, qu'au public. Et c'est d'ailleurs ce système de retraite qu'on avait fait venir en 2012 au public et qui a entraîné justement, parce que c'est les mêmes règles. Il fallait attendre l'âge de départ à la retraite de tel ou tel avant de bénéficier de quoi que ce soit. Et c'est ce que nous avons combattu par ailleurs. Donc nous notons que c'est une préoccupation importante. Nous prenons acte en tant qu'acteurs pour, n'est-ce pas, voir comment également mener ce combat-là de ce côté pour améliorer ce système. Mais est-ce que ce sont des nouvelles demandes? Est-ce que c'est un nouveau dossier que vous découvrez avec ce qu'Herman dit? Non, ça arrive? Ça arrive parce que, comme je l'ai dit, le système de retraite tel qu'il fonctionne au privé n'est pas le même système qu'au public. Et on voit que, par exemple, au privé, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est au privé. On parle de CNPS, donc c'est au privé. C'est au privé. Donc dans tous les cas, il y a des syndicats qui sont affiliés du privé. Oui, non, je note ça, c'est pourquoi je dis je note. Je prends acte pour dire que nous allons regarder ce dossier parce que nous avons fait le même combat dans le secteur public lorsque on a voulu nous imposer un tel système. Élysée? Voilà. Je pense que l'une aussi des préoccupations des syndicats devrait être d'extirper aussi de leur rang des gens qui sont indélicats en fait. C'est-à-dire des travailleurs qui ne sont pas à la hauteur des ambitions ou des attentes aussi, je vais dire de nous les usagers. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous portez en réalité? C'est-à-dire essayer de sortir de vos rangs des gens qui en réalité vont à l'encontre du bon fonctionnement de la corporation. Élysée, quand vous dites sortir des rangs, soyez précis. La confraternité. Parce que le syndicalisme, c'est une structure privée, le syndicat. C'est une association. C'est une association. Donc, ce n'est pas le syndicat qui gère l'administration. Oui, mais il y a un individu qui agit. Non, je suis d'accord. Et il a dit tout à l'heure, nous avons un rôle de formation et de suivi de nos camarades. Nous ne couvrons pas tout et n'importe quoi. Si vous violez les règles, la déontologie du métier et les lois en vigueur, bien entendu, vous êtes frappé par la loi. Donc, les syndicats ne sont pas là pour défendre coûte que coûte
des camarades qui sont des indélicats. Donc ça, je voudrais... Je suis totalement d'accord avec vous, je l'ai parfaitement compris. C'est ça. Quand j'explique, vous savez, on est en Côte d'Ivoire, on est contemporain. Oui. On sait ce que les syndicats font généralement. Tout à fait. On sait quelle est la propension et pourquoi tout le monde lutte pour être syndicaliste. Être dans les syndicats. Dites-nous. On le sait la plupart du temps. Non, moi, je ne le sais pas. Moi, je ne sais Moi, pas. je ne sais Ah, ok, pas. Non, Je ne sais pas du dites-nous. tout. D'accord, Pourquoi? non, parce que dans les syndicats, très souvent, Oui. ils bénéficient d'un certain avantage. Ah bon? Ils sont souvent comme dans des palettes dorées pour certains. Oui, Sous un oui, protectorat. comme s'ils sont dans des palettes dorées pour certains. Et ça fait que beaucoup d'hommes aspirent généralement à prendre le contrôle de certains syndicats parce qu'ils savent qu'il y a un certain nombre d'avantages. C'est pourquoi je demande, est-ce que vous qui êtes syndicaliste, est-ce que ça c'est quelque chose que vous percevez et vous qui dirigez les centrales, est-ce que vous avez retour de certains occupent effectivement les places des syndicalistes, mais qui en réalité ne travaillent pas dans l'intérêt de ces syndiqués-là, pour leur permettre quand même de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de sujets, pardon, d'un certain nombre d'avantages, c'est ce que je dis. Oui, non, et ça, je répète et je le dis. Oui. Je dis qu'il y a des règles de l'administration. Et dans les syndicats, il y a des règles. Hein. Voilà. Vous savez, par exemple, dans le nouveau statut général de la fonction publique, le syndicaliste a droit à des décharges horaires pour exercer, n'est-ce pas, sa fonction syndicale. Au privé, les 6 premiers responsables sont protégés par le Code du travail et qui leur permet, n'est-ce pas, d'exercer, etc., etc. Donc il est avantageux d'être président d'être syndical. non, enfin, avantage, c'est un peu trop dit. Au contraire, on a trop de charges. On a des Il n'y a pas préoccupations. d'avantage du tout. Aucun avantage. Quel est l'avantage qu'on aurait de ne pas dormir et d'être appelé toutes les heures pour régler des préoccupations? Donc vous êtes passionné en fait, vous Voilà, aimez les travailleurs. Il faut aimer la justice, il faut aimer l'équité pour se battre et se mettre au devant des autres. Nous n'avons aucun... Quand même nous nous battons, quand il y a des acquis, le syndicaliste n'a pas mieux que les autres. Il reçoit exactement la même chose que reçoivent les autres travailleurs. Et c'est ce qui fait que les travailleurs, les syndicalistes doivent être toujours, n'est-ce pas, salués, célébrés. Et des hommes débonnaires. Élisée, vous êtes rassuré? Voilà, c'est ça. Donc tous ceux qui sont des indélicats, tous ceux qui sont des indélicats dans les syndicats, effectivement, sont frappés parce que un des éléments importants au niveau syndical, c'est la moralité. C'est la moralité. Et c'est un élément important pour être responsable syndical. Donc quand vous êtes indélicat, vous êtes devant la loi et sa rigueur. Et vous n'aurez pas vos camarades, comme il a dit tout à l'heure, à vos côtés. Merci beaucoup, M. Nyanya. Moi, je vais poser encore la question à vous deux. Oui. Le nouveau statut général de la fonction publique qui vient d'être promulgué, je pense que vous avez tous fait, il y a eu même une cérémonie au Palais de la Culture. Tout à fait. Comment vous le jugez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau statut? Est-ce qu'il aide les fonctionnaires et de l'État de Côte d'Ivoire? Et puis la deuxième question, qui est un petit volet, maintenant ce statut, à quel moment est-ce qu'on va parler des nouveaux indices des fonctionnaires? Parce que généralement, on voit que les fonctionnaires se plaignent beaucoup de leurs indices. C'est ça. Ils estiment que ça n'a pas été pris en compte, tout ça. Vous, en tant que fêtière de syndicat, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard? Non, mais le statut général est un combat. Le nouveau statut est le résultat d'un combat des syndicalistes. Le statut qu'on a abrogé dernièrement est de 2012. Or, nous savons tous que 2012 est une période où il y avait les PAS, les programmes d'ajustement structurel. Et cela a impacté pas mal de secteurs d'activité. C'est ça. Et bien entendu, le statut général a été écrit dans ce contexte-là, avec beaucoup de dysfonctionnements à l'intérieur. Les grèves qu'on a eues de 2012 jusqu'à plus récemment étaient liées au fait que beaucoup de fonctionnaires ne se retrouvaient pas dans ce statut général. Par exemple, pour la promotion. Oui. Pour la promotion, quand on prend les enseignants les plus nombreux, dans l'ancien statut, ils ne pouvaient pas aller du grade le plus bas jusqu'au grade le plus élevé, le grade A7. Le seul grade auquel ils pouvaient accéder, c'est le grade A3. Les enseignants, c'est seulement en 2007 que cela a été, n'est-ce pas? Donc, c'est les grèves qui ont permis, n'est-ce pas, de faire bouger petit à petit ce statut qui bloquait certains emplois et qui avait introduit dans certains emplois des grades qui n'existaient nulle part ailleurs, comme le grade A1, A2, qui n'existait pas ailleurs. Donc ce statut-là a été à la base de beaucoup. Et le statut n'indiquait pas clairement que tout fonctionnaire avait droit à un profil de carrière. Donc des gens pouvaient rester au premier niveau du début à la fin. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce combat-là que nous avons mené, nous avons réclamé, et au fur et à mesure, on a réarticulé ce statut général en prenant en compte les aspirations des travailleurs. Vous êtes fier alors? Tout n'est non. Fier, c'est un peu de tout n'est pas parfait. Parce qu'un statut général, il est écrit par l'employeur. Est-ce que vous comprenez? Non, avec votre participation. Non, bien entendu, non, je le dis. En majorité, c'est l'employeur, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, qui est notre employeur en tant que travailleur du secteur public, qui écrit le statut. Donc le fonctionnaire est dans un
dans une situation, ce qu'on appelle une situation réglementaire statutaire. C'est-à-dire qu'ils ne discutent pas ces conditions de travail. Maintenant, l'apport des syndicats... Voilà. Les syndicats, c'est vraiment de venir faire en sorte que les verrous ne soient pas trop durs et qu'on puisse laisser de l'aération. Après amendement de ce statut-là, oui. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, est-ce que... Donc, sur la question de l'indice. Vous en êtes fier? Est-ce que, justement, je dis, la question. C'est le terme fier qui est un peu gênant. Mais vous en êtes content? Vous en êtes content? Moi, je pense que c'est une avancée. Très bien. D'accord. Voilà, c'est une avancée que nous saluons. Mais beaucoup reste à faire. Mais ce n'est pas dans le statut qu'on met l'indice. L'indice, c'est un autre décret qui est pris après négociation. L'indice qu'on a aujourd'hui de 233,45 francs depuis 1960, elle n'a pas changé au niveau de sa valeur. L'État a toujours joué sur la quantité d'indices. Vous entendez qu'on donne 100 points, 200 points, mais l'État ne joue pas sur la valeur, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur. Ce sont vos points, ça fait partie de vos points. De nos revendications pour l'avenir. Donc, ce n'est pas dans le statut que cela s'écrit. OK? C'est ainsi que les choses... Voilà. Bon, moi, je voudrais qu'on évoque un peu les sources de financement des syndicats. C'est cela. On entend souvent certains travailleurs murmurer, on m'a prélevé cela. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que les prélèvements que vous faites aux employés, aux travailleurs, c'est à ceux qui ont librement adhéré à vos syndicats ou à tous ceux à qui profitent les luttes syndicales sans forcément leur consentement? C'est une question importante. Très importante. Très parce qu'en venant ici, c'était la question justement et de fond qu'on m'a demandé de vous poser. La question de la cotisation syndicale est une question importante parce que le syndicalisme a besoin de moyens aussi. De fonctionnement? De fonctionnement. Parce qu'il y a une administration, il y a pas mal de choses à faire. Mais dans notre pays, il y a le statut général qui indique que le salaire appartient à celui à qui il appartient. Donc personne d'autre ne peut venir précompter ou prélever un sou sur un salaire tant qu'il n'a pas l'autorisation écrite de tel ou tel travailleur. Donc ça, c'est la règle. C'est la règle. Maintenant, que des gens réussissent à faire le tour pour aller trouver des moyens, ça c'est hors la loi. Donc, bien entendu, quand un fonctionnaire se retrouve dans telle situation, c'est de saisir... Est-ce que vous répondez à la question d'Herman? Il demande comment est-ce que les syndicats sont financés. Ça, c'est la première question, parce qu'il y a derrière tout ça, je sais qu'il y a la question des précomptes abusifs et de tout ça qu'il soulève, qui existe effectivement, où des syndicats se permettent... Donc, vous nous dites aujourd'hui que les précomptes abusifs, c'est-à-dire que les prélèvements qu'ils font de facto sur les comptes des agents qui n'ont pas encore donné leur autorisation, c'est abusif. C'est abusif ça devait pas se et faire. Ça ne doit pas se faire conformément au texte et à nos lois. Maintenant, quand on sait ça, maintenant, comment on vit? Voilà. Question fondamentale, question importante. Exactement. En principe, on doit vivre grâce aux cotisations de nos membres. En principe. En principe. On doit vivre grâce aux cotisations de nos membres. Est-ce que ce principe est respecté? Hélas, non. Et en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'aiment pas cotiser. Enfin, je généralise un peu, mais c'est la réalité. Les fonctionnaires ne cotisent pas. Oui, mais je vais plus loin. Donc, les fonctionnaires ne cotisent pas. Les travailleurs dans le secteur privé, c'est mieux organisé. Parce que là-bas, le précompte, quand vous donnez, est fait automatiquement et reversé aux syndicats concernés. Mais chez nous, au niveau du secteur public, par exemple, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas, les gens ne veulent pas cotiser. Ils sont censés cotiser. Essayons de comprendre un peu le système de cotisation. C'est en fonction des grades, c'est en fonction, ça se passe comment? Non, c'est combien? Il y a des syndicats qui déterminent un montant forfaitaire par an. Par exemple, chez Coali Santé, ça se passe comment? Effectivement, à la Coali Santé, il y a plusieurs syndicats de base. Et chaque syndicat initie sa fiche d'adhésion et de précompte. Comme le président l'a dit, signé par l'agent de santé qui veut être dans le syndicat. Et le syndicat fait les documents, ils vont à la solde, ils déposent les documents. Et en fait, c'est le montant. Le montant, c'est en assemblée générale. Et voici un problème. Que vous, concrètement, Coali Santé... Non, il est en train d'expliquer, on peut quand même... Non, on comprend, mais c'est le montant qu'il veut savoir. Effectivement, là, je dis que c'est en assemblée générale. Et le problème ici, c'est que la plupart de nos camarades n'aiment pas beaucoup aller aux assemblées générales. Vous comprenez? Je vais vous expliquer. Donc, vous convoquez l'Assemblée générale, vous êtes au moins peut-être 1000 syndiqués. Il peut y avoir au moins 100 personnes. Mais quand le SG prend la parole et qu'il explique les conditions dans lesquelles on doit travailler, les 100 personnes seront d'accord que, par exemple, on prenne 10 000 francs par mois. Et on fait le PV de l'Assemblée générale, on dépose, sinon on met sur les... Parce que chaque syndicat a son groupe WhatsApp. On met dans les groupes WhatsApp pour faire le PV et ça passe. À l'instant T, ça ne pose pas de problème. Ils ont déjà les fiches qu'ils avaient déposées. Donc, c'est 10 000 francs qui est noté. Parce qu'à la sorte aussi, n'oubliez pas,
les gens pensent que c'est facile. L'administration, c'est quand même une organisation. À la sorte, quand les gens vont, il y a des documents, il y a une liste de documents à fournir avant les précomptes, avant les cotisations. Donc, il y a quand même souvent aussi le PV de l'Assemblée générale qui est là. Et donc, ce PV-là aussi fait foi des documents. Très bien. Voilà, Donc, si on comprend bien, vous avez dit tout ça pour nous dire que c'est 10 000 francs. Non, je n'ai pas dit que c'est 10 000 francs. C'est C'est l'exemple. l'exemple. Mais c'est quoi? Non, l'exemple, ça dépend de chaque syndicat. Et donc, les moi, syndicats, dans mon syndicat, parce que je suis le porte-parole de la Coalition Santé, mais je suis le secrétaire général national du syndicat des agents administratifs de la santé de Côte d'Ivoire. Chez nous, c'est 10 000 francs par an. C'est de ça que je parle. 10 000 francs par an. Par qu'on an prélève. que Oui, par an. le fonctionnaire doit payer. Justement. Et c'est ça qui ne paye pas. C'est ce montant-là qui ne paye Bon, pas. eux, ils payent selon C'est ceux comme qui du veulent. mal à C'est payer. volontaire. C'est comme du mal Ceux à qui ont rempli payer. les fiches, Voilà. on les Ouais. précompte. Ceux qui n'ont pas rempli, effectivement, quand tu n'as pas sont rempli dans de la fiches nature. et que tu as effectivement, le syndicat ne va pas t'assister parce que c'est ça aussi tout ça. C'est clair. Voilà, Quand tu ne donc c'est- cotises c'est pas, lié au évidemment, fait. tu n'as pas droit. Tout à Voilà. fait. Non, pas droit à tout, mais parce qu'il y a des luttes qui sont transversales et quand les fruits viennent, tout le monde bénéficie. Mais tu peux avoir un problème spécifique dans ton Oui, travail c'est ça. qui va nécessiter peut-être me comprendre juste un avocat. Très bien. Mais on ne va pas prendre l'argent des autres pour t'assister non plus. C'est clair. Alors, si on revient donc à la centrale, Oui, ça c'est au niveau de Coalition Santé. Au niveau de... Vous, à votre niveau, vous avez fait un plaidoyer tout à l'heure, Oui. de façon indirecte. Vous avez C'est dit les fonctionnaires ne cotisent pas. C'est ça, Donc, s'ils ne cotisent pas et qu'ils ne sont pas prélevés, tout à fait. comment est-ce que vous arrivez à vivre, à tenir vos réunions, à voyager? Enfin bref, comment vous faites? C'est Dieu qui nous permet de vivre. Ah, Ce que je ça, voudrais dire. l'argent dans la ça, poche, ça, c'est c'est ça. fort. Non, Dieu On écoute, Dieu on agit écoute, on toujours quand on le prie. Ce que je voudrais dire, Non, c'est que vous non, nous dites pour être que- plus sérieux, Ah, pour être plus d'accord. sérieux, Ah, mais voilà. c'est sérieux avec Dieu. Hein. Donc, je voudrais indiquer que nous sommes une confédération. Nous ne sommes pas un syndicat de base. Donc, au niveau du syndicat de base, comme il a dit, il y a des précomptes, il y en a qui font 3 500, il y en a qui font 5 000 francs, D'autres qui font il y en a qui 500. font 500 francs, Le syndicat des etc. transporteurs, Voilà, des- tout et des tout. chauffeurs Donc, font c'est 500 francs par varié mois. et ça dépend de chaque secteur d'activité. Très bien. Nous, à la Confédération, c'est chaque syndicat qui reverse, qui cotise. Très bien. Jusque-là, on avait une cotisation On forfaitaire va de 120 s'arrêter 000 là francs et on va par reprendre. an par organisation. Très bien, on va reprendre en Voilà. attendant que Dieu nous assiste tous. C'est ça, Avec ok. votre permission, on se Merci. retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. D'accord. Merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé. Monsieur Zadi Nyanya Théodore, président de la centrale Plateforme Nationale, est toujours avec nous, accompagné de Monsieur Narcisse Kofi, porte-parole de Coali Santé. Avec eux, nous avons donc essayé de faire le point de leur fonctionnement, de la célébration surtout du 1er mai, leur fonctionnement, les acquis donc, que leurs syndicats ont pu obtenir avec le gouvernement. Maintenant, pour cette seconde partie, Daouda a cédé sa place à Marius Komoé. Marius, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous espère en parfaite santé. Merci. Messieurs, intéressons-nous maintenant à la trêve sociale, la fameuse trêve sociale. Quand on sait, on a fini donc la première partie en disant que M. Zadi Nyanya nous expliquait justement qu'ils étaient soutenus enfin, pas par certains fonctionnaires ne cotisant pas, leur unique foi et recours était en Dieu seul. Bien qu'on n'ait pas bien compris, mais on avance et on parle maintenant de la trêve sociale. Quels sont les acquis de cette trêve? On rappelle que la première trêve, c'était de 2017 à 2022. Vous avez obtenu du gouvernement que vous n'allez pas faire de grève. 2022, ça a été renouvelé jusqu'en 2027. Est-ce que pendant cette trêve-là, vous avez quand même des échanges sur les points de diligence restants? Quels sont donc les acquis au total de cette trêve-là? Monsieur Zadi, Ok, merci. Hein. Je pense que nous l'avons plus ou moins dit. C'est que la trêve sociale, je l'ai dit, est une approche qui est liée, qui est née d'un constat de ce que les grèves que nous avons menées, parce qu'on ne peut pas non plus nous faire une leçon de gréviste. On en a fait sur tous les régimes. Ah oui, vous avez quand même Voilà, été on en a très fait sur actif. tous les régimes. Ouais. Et en 2017, on a fait la grève la plus longue de l'histoire de notre pays et de façon générale. Elle a duré combien de temps, on rappelle? 3 peu semaines, 3 semaines. du 9 janvier 2017 au 27 janvier 2017. Donc, C'est ça. voilà, au bout de cette grève-là, nous avons négocié et nous avons abouti à un accord. Donc la trêve est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de gentleman agreement entre deux acteurs qui se sont toujours affrontés parce que chacun voyant l'autre comme un adversaire à abattre. L'État voit C'était ça? Oui, C'est vraiment ça la vision? C'était ça, la vérité. Parce que des syndicalistes ont été pourchassés dans des régions. Ils se sont cachés dans des forêts, dans des brousses, pourchassés par des acteurs dans des villes, partout. D'autres ont été affectés en pleine année scolaire, eux-mêmes en plein travail, etc. Des salaires ont été coupés de façon disproportionnée.
des comptes d'épargne ont été bloqués. Donc, c'était ça l'atmosphère. C'était le cœur du combat. C'était ça l'atmosphère entre l'État et les syndicats. Et nos États, quels qu'ils soient, ont toujours vu les syndicalistes comme des acteurs, des seconds couteaux ou des bras séculiers des partis politiques cachés derrière, qui les aiguillonnent, qui les poussent. C'est la crainte de l'État, selon vous. Voilà, c'est cela. Est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cette assertion-là? Oui, c'est vrai que dans le passé, vous savez, dans l'histoire du syndicalisme ivoirien, nous avons eu le syndicalisme autonomiste dans les années 70, avec beaucoup de syndicats d'enseignants qui ont quitté l'UGTCI, qui était un peu inféodé au pouvoir, pour créer des syndicats autonomes. Je parle du CINESI, du CINARES, etc. Et qui ont utilisé les syndicats comme moyen, en fait, politique. Voilà. C'était des syndicats, mais derrière, ils sont, la preuve, en 90, tous les partis politiques qui sont nés étaient issus de ce. Donc, cela est resté un peu dans les esprits. Les gens, même dans les années 80, le président Oufoué disait que les syndicats étaient aiguillonnés par Kadhafi, c'était des syndicats rouges, etc. Donc, cet esprit, mais c'est lié même à l'histoire des grèves. La grève est née, n'est-ce pas, dans une confrontation où il y a eu des morts. Donc, cela est resté comme, quand vous lancez un préavis de grève, vous ouvrez un conflit, je dirais même plus ou moins armé. Donc, nous avons fait l'observation et avons estimé, à l'issue de cette grève qui était longue et difficile, le gouvernement ayant donc décidé, souhaité qu'on discute, nous avons discuté, nous avons signé un accord pour briser le mur de méfiance, apaiser les relations et créer un contexte favorable pour la résolution permanente de la discussion permanente. Voilà un peu l'histoire de la trêve sociale et qui a été reconduite en 2022. Voilà, avec des acquis encore. Jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027, avec des acquis qu'on pourra toujours. Très bien, bien sûr. Commençons par Marius, ensuite Élisée Herman. Merci Christelle. À vous entendre, monsieur le secrétaire général. Le président. Monsieur le président, pardon. Je m'en voudrais, en tant que leader également de la société civile, de ne pas revenir sur la question de trêve sociale. La reconduction permanente et tout azimut de ces différentes trêves face au gouvernement ne plombe-t-elle pas justement votre engagement véritable de satisfaire aux attentes de vos syndiqués? Quand on sait, bien entendu, qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 254 000 fonctionnaires et sur les 254 000 fonctionnaires, si chaque fonctionnaire nourrit 10 personnes à la base, nous nous retrouvons au minimum avec 2 554 000 Ivoiriens qui sont assujettis au pouvoir d'achat des fonctionnaires ivoiriens. Alors, sur cette base, quand la vie augmente, partout dans le monde, partout, et je le dis avec certitude, c'est les centrales syndicales, c'est les organisations syndicales qui sont en ligne de mire dans la lutte contre la vie chère. En Côte d'Ivoire, vous vous tairez dans un silence coupable avec des reconductions, à n'en point douter, de trêve sociale. Il semblerait même d'ailleurs que vous êtes payé par syndicat à 200 millions comme soutien financier de l'État à chaque centrale syndicale, vous empêchant donc d'agir. Est-ce vrai? Et quelle est votre vision sur la question? Très bien. Bon, je pense que nous sommes deux. Donc, commençons par vous déjà, président de... Je pense que c'est amusant et c'est important quand même. Qu'est-ce qui est amusant? C'est amusant parce que c'est une lecture qui n'est pas juste. Très bien. Qui n'est pas juste parce qu'il faut savoir c'est quoi un syndicat et quel est son rôle. La vie chère, il estime que la vie chère, les syndicats, vous ne faites rien par rapport à cela. J'arrive. Les syndicats ont pour mission de se battre pour l'amélioration continue des conditions salariales, sociales, du travail de leurs syndiqués. Leur rôle n'est pas d'être en conflit permanent avec l'État. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens croient que le syndicalisme, c'est la grève. Le syndicalisme ne se réduit pas à la grève. La grève est un moyen, comme tant d'autres, qu'on peut utiliser au cas où le dialogue a échoué ou n'existe pas. Donc, quand on vous permet de discuter, vous faites grève pourquoi? La porte est ouverte, vous la cassez pourquoi? La table est dressée, vous la brisez pourquoi? Donc, ceux qui estiment que vous avez été peut-être payé pour vous taire, c'est vraiment faux, c'est ce que vous dites. Oui, bon, mais ça fait partie des galons du syndicalisme. Voilà, pour nous, quand vous atteignez un certain niveau, on vous traite de tout ça. Nous aussi, on a traité des gens d'être payés hier. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est normal qu'on vous accuse. Voilà. Mais nous sommes dans notre logique, c'est que pour nous, qu'est-ce que nous apportons à nos camarades? Tout à l'heure, vous parliez de la vie chère, etc., etc. Mais en prélude à tout ça, les dernières négociations ont permis d'améliorer un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments. Je parle par exemple de l'allocation familiale, qui était de 2 500 francs depuis 1960. C'est ça. Est passée à 7 500 francs, donc du simple au triple. Ensuite,
les indemnités de transport qui étaient de 40 000 à 70 000 francs pour certains fonctionnaires et n'étaient pas attribuées à tous les fonctionnaires. Ces allocations étaient améliorées de 20 000 francs supplémentaires et attribuées à tous les 300 000 fonctionnaires dont vous parlez. Moi, je voudrais vous dire merci parce que vous avez montré le rôle central des fonctionnaires et agents de l'État dans notre pays. Je les appelle le sel de la nation. Parce que chacun de nous a été porté ou a un fonctionnaire quelque part qui aide et qui nourrit non pas des familles nucléaires, mais même des villages. Donc, c'est important pour nous que les fonctionnaires, leurs conditions s'améliorent. Donc, comme vous le voyez, tous ces 300 000 fonctionnaires aujourd'hui ont l'indemnité contribuée au logement. Eux, par exemple, ils n'avaient pas cette indemnité contribuée au logement. Jusqu'en 2022, là, ils n'avaient pas ça. Pourquoi? Mais c'est l'État qui avait décidé que seuls 70% des fonctionnaires ivoiriens avaient droit à l'indemnité contribuée au logement. Depuis 2022, nous avons fait en sorte que les 30% restants aient cette indemnité contribuée au logement. Ensuite, nous avons réussi à faire en sorte, nous avions demandé un 13e mois pour les fonctionnaires, qui n'existe même pas dans la sous-région. Nous nous sommes battus et au final, l'État a donné une prime exceptionnelle de fin d'année qui est issue de notre demande, qui est de 33,33% du salaire de décembre. Donc, si vous n'avez pas demandé... Si on n'avait pas demandé le 13e mois, on n'aurait rien eu. Donc ça permet aujourd'hui aux fonctionnaires de passer le mois de décembre avec sérénité. Sinon, avant, c'est avec le salaire de décembre qu'on faisait janvier, décembre et tout ça. Et c'était difficile. Mais en même temps aussi, Président, quand je me permets, juste une petite... Quand vous parlez de salaire, c'est avec le salaire de janvier qu'on fait février. Est-ce que dans votre formation, enfin dans la formation ou dans votre stratégie pour aider les fonctionnaires, est-ce qu'il n'y a pas une autre approche de la gestion du salaire? C'est une autre thématique que j'ouvre. On ne va pas l'ouvrir aussi, on ne va pas y aller plus loin. La planification financière, par exemple. Comme il a dit, quand un fonctionnaire a autour de lui 15 à 20 personnes vous comprenez que malgré votre planification, parce que moi j'ai dit le fonctionnaire c'est un peu l'assurance maladie universelle, parce que quand on vous appelle du village ou d'un frère, lui n'est pas assuré, vos enfants peuvent être assurés, mais eux, il faut payer cash. Est-ce que justement, et c'est la réalité. Cela pourrait expliquer que certains fonctionnaires partant à la retraite tombent en larmes parce que et certains sont surendettés. Il y a 30% des fonctionnaires ivoiriens qui sont surendettés. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà de la dette ordinaire pour atteindre un niveau où ils n'ont même plus droit à leur salaire. Est-ce qu'il ne faut pas une autre approche, justement? Réfléchissons ensemble. Nous, en tant que syndicalistes, ce que nous faisons, c'est de demander à l'État d'améliorer de façon continue les conditions salariales. Et alors, l'État nous dit, OK, mais voilà l'accord que je vous propose. Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Est-ce qu'on veut rester dans la belligérance? Ça, c'est un choix à faire. Très bien. Et nous avons choisi, nous, la négociation comme moyen de résolution de nos préoccupations. Le syndicalisme de participation. Élysée? Non, pas de participation. Le syndicalisme de participation est un syndicalisme politique. D'accord. Nous ne faisons pas de syndicalisme politique. La participation, elle est liée, n'est-ce pas, au soutien politique. Nous avons une stratégie pour trouver des solutions aux problèmes de nos camarades. Donc jamais on ne verra M. Zadi Nyanya appeler à voter pour un parti. On ne l'a jamais vu d'ailleurs. On ne l'a jamais vu. Très bien. Vous Donc, aussi, M. Kofi, jamais on ne vous verra appeler à un parti politique? Non, jamais. Au fait, je voudrais... Élisée, ensuite vous réagissez. Non, il voulait dire quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que le président a dit. Au fait, au niveau des syndicats, surtout dans le secteur santé, en tout cas, on a pris bonne note au niveau de la trêve sociale. La trêve sociale, nous n'avons jamais rejeté. Mais nous avons toujours dit que la trêve sociale n'est pas une absorption du droit syndical. Tout à fait. Donc, par exemple, à la Coalition Santé, on a été l'un des groupes syndicaux à faire assez de mots d'ordre de grève et de préavis de grève. Donc, pourquoi? Oui, mais justement parce qu'on avait des problèmes dans notre secteur. Effectivement, comme le président l'a dit, les grèves ou bien les mots d'ordre de grève et les préavis sont en griffe des appels du pied. Parce que quand la porte est fermée, là, on cherche à casser. Sinon, quand elle est ouverte, on n'ouvre pas. Mais sinon, on peut taper aussi quand la porte est fermée. Même quand tu tapes, on casse quand on tape et puis on ne répond pas. Donc, on est patient. Justement, mais parce que le problème il y a une procédure syndicale. Avant d'arriver à un mot d'ordre de grève, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges de préavis. Il y a plusieurs dispositions. Et quand on arrive à un mot d'ordre de grève, ça veut dire que tout ce chemin qu'on a parcouru n'a rien donné. Et pour nous, ça a été comme une soude d'oreille au niveau de la tutelle. Et donc, on passe à l'étape supérieure qui est le dépôt du mot d'ordre de grève qui va conduire à un arrêt de travail certainement. Très bien. Et donc, on veut rassurer l'ensemble des fonctionnaires partant à notre niveau, l'ensemble des agents de santé, que la trêve sociale n'a jamais été un obstacle à la liberté syndicale. Il y a que parfois certaines autorités prennent le dessus, sinon de les ailes pour enfreindre à la liberté syndicale. Mais comme pas... par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Comme par exemple des sanctions abusives. Voilà, parce que tel a fait une grève, on décide de suspendre son salaire, ça c'est une sanction abusive, voilà, qui est singulière
C'est un cas singulier. Souffrez ma candeur, hein, je vous en prie. On parle de trêve syndicale. Trêve sociale. Trêve sociale, pardon. Ça veut dire qu'on privilégie la discussion. Justement. Avant de privilégier, ça veut dire que la table est toujours dressée. Et les personnes disposées à vous écouter. Comment est-ce que vous parlez de sanctions abusives parce qu'il y aurait grève? D'accord, je voudrais vous expliquer. Vous savez, après les premiers préavis et mots d'ordre de grève, surtout dans le secteur santé, on a eu une rencontre à l'ENA, organisée par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, que je voudrais saluer en passant. Et elle a dit que ces différents préavis et mots d'ordre de grève sont des alertes pour elle. Parce qu'elle est garante quand même de cette trêve. Donc, elle a appelé tout le monde, tous les leaders syndicaux de la Côte d'Ivoire pour comprendre quel est le problème. Et là, je pense qu'on a pu faire l'analyse de la situation et on a compris le problème. Et je pense que des voies ont été dégagées pour résoudre ce problème-là, afin que la trêve se porte bien. Parce qu'en réalité, c'est un accord qu'on a signé de deux parties, le gouvernement et les syndicats. Donc elle est disposée à chaque fois à discuter? Non, elle est disposée. Mais d'où viennent que vous parlez de sanctions abusives? Justement, ça sort. Je dis que comme ce n'est pas un obstacle, la trêve n'est pas un obstacle pour nous syndicats. Par contre, s'il arrive des moments où on force un peu la porte, il peut y avoir des autorités qui peuvent avoir recours à des méthodes qui ne sont pas tout à fait régulières. Voilà, pour faire taire la grève. Mais aujourd'hui, on est dans un paradigme nouveau que la fonction publique voudrait inculquer à l'ensemble des syndicats de la santé. Et je pense que c'est un paradigme, normalement, quand il est bien suivi, il est gagnant-gagnant. Et nous avons relevé ce fait-là lors de cette rencontre pour dire qu'il y a des failles dans le suivi de ce paradigme nouveau qu'on veut dresser et donc il faudrait qu'on les corrige. Très bien. Les décisions ont été prises pour les corriger, mais on attend toujours. Élisée? Ok, moi j'ai deux questions rapides. La première, elle est relative à la gestion de la question des stocks d'arriérés. Est-ce qu'à ce jour, on peut dire que cette question est derrière nous? L'État a-t-il épongé totalement les stocks d'arriérés? Je voudrais bien savoir. Et deuxièmement, c'est vrai, il y a un certain nombre d'acquis que vous avez évoqués ici, notamment l'extension de l'indemnité de logement à tout le monde, les primes ado, ce 13e mois dont vous parlez là, un ensemble en tout cas d'avantages que vous avez eus. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des éléments qui sont des éléments d'attention pour vous et pour lesquels vous êtes encore en échange avec le gouvernement pour pouvoir trouver des solutions? Je vous remercie. Parce que, comme il a si bien dit, la trêve ne met pas fin aux revendications. C'est ça, souvent, on ne s'est pas compris. Aux discussions. Au contraire, on doit en mettre sur la table de façon permanente. Et c'est pourquoi il a été décidé dans les accords de créer des cadres de discussion sectoriels. Parce que la première trêve a été, je dirais, remise en cause dans les secteurs d'activité. Comment cela? Oui, il y a eu des grèves dont il parlait tout à l'heure en 2018, 2019, 2020, à l'éducation nationale, à la santé et ailleurs, pendant que nous étions en trêve. Alors que la trêve a été signée en 2017. Voilà, en 2017. Donc, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on dit, la trêve ne met pas fin à la grève quand cela est nécessaire, quand les syndicats le jugent nécessaire, quand la négociation n'a pas prévalu. C'est cela. Et donc, nous avons estimé qu'une des failles de ce premier accord, c'était dans les secteurs d'activité dans les ministères. C'est ça. Donc, un décret a été pris par le président pour que des comités sectoriels de discussion soient mis en place dans tous les ministères pour que la négociation soit à la base. Parce qu'il y a des préoccupations qui ne demandent même pas de l'argent, mais qui peuvent être résolues, mais les gens laissent traîner et ça se gangrène et ça devient des problèmes. Donc, ces secteurs-là, cette question reste entière. Les comités sectoriels ont été mis en place dans certains ministères, ça fonctionne. Ailleurs, d'autres ne mettent pas en place. Et même là où ça fonctionne, aucun résultat n'est encore apparu. Donc, ça laisse croire que c'est du dilatoire, etc. etc. Donc, comme vous l'avez si bien dit, il y a un travail qui se fait de façon permanente. Tout à l'heure, on va évoquer les préoccupations nouvelles et qui sont là. Mais sur la question du stock, je voudrais vous rassurer que le stock d'arriérés a été apuré totalement. Au lieu de 8 ans, nous l'avons même apuré en 7 ans. En 7 ans. Donc, cette année, les derniers montants sont en train d'être payés. Et donc, ça, c'est derrière nous. On n'en parle plus. Herman, voilà, c'est ça. En question, je voudrais encore revenir sur la question de la vie chère. J'allais même ajouter les factures d'électricité, enfin, les factures du coût de l'énergie. C'est ça. On voit que vous êtes en trêve sociale avec le gouvernement. Ça, c'est bien parce que ça vous permet de cadrer les choses pour mieux discuter. C'est ça. Mais quand même, les populations, vous n'avez pas dit seulement les travailleurs, puisqu'ils sont aussi travailleurs, tout à fait, souffrent, peinent et finalement ne trouvent pas de voie pour défendre leur cause. Ailleurs, pour peu, on aurait eu des pays, enfin, toute une vie. Vous auriez aimé que ça bouge, que les syndicats voilà. donc portent le projet. En réalité, vous faites finalement, parce que
si on vous donne, vous applaudissez qu'on vous donne et qu'on vous reprend cela d'une autre façon, est-ce que vous avez forcément eu gain de cause? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et c'est pourquoi je dis les négociations, les revendications sont permanentes et se formulent chaque fois que le coût de la vie... Est-ce que le point de la vie chère a été oui, l'objet d'ailleurs, dans mon discours, moi, président de la plateforme, j'ai d'ailleurs évoqué n'est-ce pas, le coût de l'électricité, de l'eau et la qualité même de l'électricité qu'on a aujourd'hui, avec des baisses de tensions qui n'est-ce pas, agissent sur la qualité de vie des Ivoiriens. Nous l'avons dénoncé, ça c'est notre rôle en tant qu'organisation. Donc là où les occasions se présentent, nous ne manquons pas de le faire. Et les organisations syndicales interpellent, quand il le faut, le gouvernement pour agir sur ces questions. Mais cette question, elle est nationale. Elle convoque les associations de consommateurs, elle convoque les partis politiques, pas mal de choses. Donc ce n'est pas uniquement la question des organisations qui ont un cadre légal d'action. Les organisations syndicales ont un cadre légal d'action. Les syndicats agissent dans un cadre qui est bien tracé. Et dans ce cadre-là, quand vous en sortez, on vous taxe de faire autre chose. Donc, quand nous avons ce 1er mai, c'est l'occasion, nos discours ont mis à nu ces questions-là. Et nous avons demandé, n'est-ce pas, à l'État de revaloriser et de continuer à améliorer les conditions salariales. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Voilà. Écoutons Marius Komoué. Alors, je voudrais revenir au niveau de la santé. C'est ça. Par rapport à Quali Santé, nous vous entendons beaucoup, nous vous lisons également dans les médias, y compris sur les réseaux sociaux. Mais nous constatons, en tant qu'observateurs de la vie sociale et surtout dans le secteur de la santé, nous constatons qu'il y a eu une nette amélioration des conditions de travail, mais également le plateau technique pour certains centres de santé. Vous n'ignorez pas que par le passé, il y avait beaucoup de difficultés pour la population de se soigner sous nos cieux. Mais de plus en plus, nous avons plusieurs centres de santé et mieux équipés. C'est vrai que beaucoup reste à faire. Alors, à votre humble avis, vous ne pensez pas que vous demandez souvent trop à l'État, bien que nous exigeons que l'État joue son rôle pour mieux soigner les pandémies, pour ne pas dire les pathologies que les populations rencontrent dans leur quotidien. Excusez-moi Marius, quand vous dites qu'ils demandent un peu trop à l'État, exemple? Oui, au niveau par exemple de leurs conditions de travail et de vie, eh bien, beaucoup de choses ont été faites et malheureusement, chaque jour que Dieu fait, c'est la seule d'ailleurs centrale syndicale dans le secteur de la santé à toujours tirer sur la corde. Réaction? Est-ce que vous tirez toujours sur la corde alors que l'État fait beaucoup? Selon Marius Komoué. M. Marius Komoué qui est satisfait déjà du... Non, pas totalement satisfait, un peu satisfait. Bon, au moins, il est un peu satisfait de quand même la prise en charge de vos services. Voilà, justement, la prise en charge de la population ivoirienne dans nos hôpitaux. Je pense que c'est le fruit d'un sacrifice énorme qui ne dit pas son nom. Et il a bien fait de le souligner. C'est le plateau technique, les hôpitaux qui sont refaits au détriment du personnel. Nous nous sacrifions pour que vous connaissiez ce plaisir. Alors, vous nous dites sur ce plateau que le plateau technique en Côte d'Ivoire, parlant des établissements de santé, s'est amélioré, mais les conditions de vie de ceux qui y travaillent, non. Nettement, c'est ce que je suis en train de dire. Et je voudrais, par exemple, parce qu'on parlait des agents de santé, il faudrait que vous arriviez à savoir qu'il y a deux types d'agents de santé. Les agents de santé fonctionnaires et les agents de santé contractuels. Nous encaissons. Nous encaissons pour que la population ivoirienne sente qu'il y a un problème. Et je pense que la population ivoirienne, quand même, à un moment donné, devrait célébrer... Vous encaissez quoi? Oui, célébrer l'agent de santé. Je viens. On a fait la guerre sanitaire. Nous avons pris le dessus. On ne nous a jamais félicité. Le Covid? Oui, bien sûr. Ou la Covid? Enfin, vous auriez aimé être félicité? Bien sûr, oui, parce que là, ça, c'est une guerre, c'est une guerre sanitaire. Non? Voilà, mais vous aussi, vous devez faire des plateaux comme ça pour nous féliciter. Bon, je finis. On ferait un plateau spécial pour attendez, je finis. Attendez, non, mais c'est important, c'est important. C'est important. Vous avez travaillé, vous avez sauvé, vous avez aidé, vous avez suivi le protocole pour sauver la population. Et aucun merci ne vous a été donné de la part de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous nous dites? Si. Non. Oui, effectivement, il y a des merci. Vous avez eu des primes? Non, attendez. Attendez, voilà. Vous êtes en train d'enfoncer... Allez-y. On va bien s'entendre. Allez-y. Vous comprenez? Lorsque la pandémie à coronavirus est arrivée, déjà, il a fallu qu'on se plaigne pour qu'on puisse avoir des primes. On a pu avoir des primes. Mais des primes de façon discriminatoire. Ça, c'était un d'abord. Comment ça? Parce que les montants étaient au grade. Non seulement au grade, mais ce n'était pas même au grade, ce n'était pas aligné. Parce que quand on prend, par exemple, un B3 technicien médical, n'est pas le même montant qu'un B3 administratif.
Alors que les deux travaillent dans le même secteur. On parle d'un système de santé. Ça veut dire que c'est un ensemble d'éléments interconnectés qui travaillent à donner un résultat. Très bien. Donc, on ne peut pas faire de discrimination du système. À ce niveau, mais ça a été fait. Estimez Ça, que... c'est un d'abord. Ouais. Maintenant... merci, si on revient au merci. Justement, donc c'est pourquoi... Et après la pandémie à coronavirus, 3 ans après qu'on soit habitué à une prime qui est devenue comme un élément de notre salaire, cette prime a été retirée, malgré les promesses qui ont été faites que dans le cadre de la réforme hospitalière, on devrait avoir des primes sur lesquelles on avait déjà travaillé d'ailleurs. Et notre émission pour remplacer, est pratiquement terminée. Pour remplacer ce qui avait été donné par le passé. Ça n'a pas été fait. Très bien. Et c'est ces promesses qui créent les remous que vous constatez de notre part. Je termine pour dire les deux pans d'agents de santé. Ça, c'est au niveau des fonctionnaires qui se sont aujourd'hui trahis, malgré tous les sacrifices qu'ils font pour les agents pour la population et pour le bien-être du ministère de la Santé. Ils se sont trahis, ils se sont quand même méprisés. Mais je ne veux même pas aborder le plan des agents de santé contractuels. Et c'est une misère qu'ils vivent au quotidien. Soyez rassurés, nous vous recevrons certainement non, justement, parce que pour parler de la réforme par exemple, des agents de santé contractuels du sud de Yopougon. Du CHU de Yopougon, vous pensez qu'il y a quelque chose à regarder là-bas du côté mais bien des sûr, agents mais des gens qui ont 10 mois sans salaire. Très bien, c'est bon que vous ayez donc parlé de ça, cela. moi, je ne veux pas rester sous à ce genre de choses. Et rapidement. Donc, on se fait entendre. Très bien. On se fait entendre pour que les choses soient améliorées et que la population ivoirienne se sente en sécurité dans les hôpitaux. C'est parfait, on vous a compris, M. Kofi. Permettons à M. Yen de terminer rapidement avec un mot de fin, je vous prie. Le mot de fin, c'est que nous avons des perspectives de lutte pour l'avenir. Et ces perspectives de lutte, c'est au niveau du secteur public de faire en sorte que les primes trimestrielles soient attribuées à tous les fonctionnaires qui n'en ont pas. Merci beaucoup. Ça, c'est important aujourd'hui comme une demande forte pour lutter justement contre la cherté de la vie dans certains secteurs d'activité. Merci beaucoup. Merci. Notre émission donc se termine avec beaucoup de plaisir. On a pris langue avec M. Zadi Nyanga Théodore, président de la Centrale Plateforme Nationale, et M. Narcisse Kofi, porte-parole de Coali Santé, pour connaître un peu l'environnement de vie donc, de ces syndicats-là, leurs acquis, et aussi surtout parler de trêve sociale pour garantir la paix, en espérant que le gouvernement puisse noter tous les points de diligence ou de recommandations que vous avez pu émettre sur ce plateau. Merci beaucoup Herman, Marius, Élisée, merci. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien, les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.